les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Et vous en avez l'habitude, tous les mercredis sur France Bleu Gironde entre 9h30 et 10h. C'est votre rendez-vous avec la Chambre des notaires de la Gironde. Les notaires qui vous accueillent, qui vous conseillent dans les grandes étapes de votre vie. Contrat de mariage, l'achat d'un premier bien immobilier, les contrats de mariage, les testaments, les successions, la transmission du patrimoine. Vos questions en direct au 05 56 19 10 10 avec notre notaire ce matin, Maître Pierre-Antoine Montel. Bonjour maître. Bonjour Nicolas. Et bonne année 2024. Également, bonne année. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes notaire à Créon dans l'Entre-deux-Mers. Avant d'accueillir les premières questions, premiers appels en direct au 05 56 19 10 10, on va faire un point tout d'abord sur ce qui change les actus de ce début d'année 2024. Le point sur les taux d'intérêt, le marché de l'immobilier. Quelle est la tendance ? Alors, sur les taux d'intérêt, les signaux qu'on a pour le début d'année, on est sur un début de baisse de taux. Alors, ce ne sont pas des baisses significatives, mais c'est la tendance un peu qui nous est remontée. Le marché immobilier, on nous parle pas vraiment de baisse de prix encore. S'il y a des baisses de prix, c'est à la marge, mais la tendance n'est pas encore à une vraie baisse des prix. Et il y a une relance ou pas ? Alors, c'est toujours un marché qui est assez calme. Les vendeurs et acquéreurs ont du mal à se rencontrer, puisque les acquéreurs ont tendance à emprunter plus cher au niveau des dossiers de financement, et les vendeurs n'ont pas encore l'intention vraiment de baisser leur prix. Donc il y a une difficulté dans la rencontre entre vendeurs et acquéreurs, mais comme on le rappelle, il peut être le bon moment d'acheter, même si on a l'impression d'emprunter encore à des taux élevés. Un crédit est toujours renégociable quand les taux baisseront. Donc il ne faut pas hésiter à se projeter, à envisager des acquisitions. Et à se rapprocher évidemment de son notaire pour toute question. On rappelle que le conseil des notaires est gratuit. Ce sont les actes qui sont payants, donc n'hésitez pas à pousser la porte des études. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Et on va prendre, Maître Montel, un premier appel en direct. C'est Laurent qui est à Mérignac. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour maître, bonjour. On vous écoute Laurent. Voilà, c'est à part une succession. Ma mère est décédée en juin. Nous sommes 7 enfants sur la succession, dont une personne qui est sur curatelle légère, et donc on est si favorable, donc cette personne n'est pas favorable. Du coup, je suis en train elle sera en position de donner la réponse par rapport au notaire actuel qu'on a, mais du coup je suis en train de faire une démarche avec un huissier pour notifier qu'elle est demande pour donner une réponse. Je voulais savoir si c'est bon ce que je fais ou pas. Oui, c'est ça, absolument. Pour éviter des situations de blocage, effectivement, le Code civil prévoit cela en demandant à un des héritiers de se prononcer pour pas que le blocage ne perdure. Donc effectivement, la démarche, c'est celle que vous indiquez, faire appel à un huissier de justice. Afin qu'il lui fasse une notification en lui donnant un délai pour se prononcer, ce qu'on appelle un délai pour opter, accepter la succession ou y renoncer. Voilà. Donc en ayant fait cette démarche, ça peut permettre de débloquer la situation et de faire avancer le dossier chez votre notaire pour le règlement de la succession. Merci. Merci Laurent pour ce premier appel depuis. Quel est le coût de cette opération Alors ça va être le coût pris par l'huissier de justice. C'est quelques petites centaines d'euros. La suite de vos appels 05 56 19 10 10, question au notaire ce matin avec Maître Pierre-Antoine Montel, notaire à Créon. Et on attend vos coups de fil en direct. Et puis on a pas mal de questions qui sont arrivées via nos réseaux sociaux. Jean-Louis Arcachon, maître, qui nous dit: pouvez-vous me dire si l'assurance vie est encore aujourd'hui un dispositif avantageux pour transmettre une partie de son patrimoine? Est-ce que c'est encore un bon placement? Et Jean-Louis qui voudrait savoir si les sommes placées font partie d'une succession. Alors, s'agissant de l'assurance vie, il va falloir distinguer la période, le moment où les sommes sont versées sur le contrat d'assurance vie, selon qu'on ait plus ou moins de 70 ans. Si les versements sont faits avant 70 ans, il y a un abattement considérable, une exonération assez importante, un peu plus de 150 000 euros par enfant, qui font qu'en fonction du capital qu'ils vont toucher, ils seront exonérés à hauteur de 150 000 euros. Fiscalement, donc c'est très avantageux. Passé 70 ans, l'abattement est beaucoup moins important. Il va être de 30 500 euros
au global, ce n'est plus par enfant, c'est vraiment au global. Et les sommes qui dépasseront ces 30 500 €, le capital touché, celui-là sera taxé au titre des droits de succession de manière classique dans la déclaration de succession. Ça reste quand même aujourd'hui un placement qui reste intéressant pour les Français. Alors il faut faire attention au type de support. Il y a des supports plutôt à risque, d'autres plus sécuritaires. Mais ça reste un placement qui peut être intéressant quand même dans le cadre d'une transmission. Alors on parlait d'emprunter tout à l'heure en début d'émission. Ça rapporte combien aujourd'hui une assurance vie, Kevin? Ça dépend du type de support. Sur un truc sécurisé, pas forcément sur un support à risque. Il n'y a pas de placement miraculeux, mais ça va être de l'ordre de 2-3%. Les sommes placées, pour terminer sur la question de Jean-Louis, est-ce qu'elles font partie de la succession? Elles sont intégrées dans la succession? Elles font pas partie de la succession. Une limite à ça, c'est une personne qui aurait l'intention, par le biais de l'assurance vie, de déshériter ses enfants. Si on se rend compte qu'il a versé la totalité de ses avoirs sur un contrat d'assurance vie au bénéficiaire d'une personne autre qu'un héritier, on parle de primes manifestement exagérées. Et à ce moment-là, les héritiers qui se sentiraient lésés peuvent demander à ce que ces sommes-là soient réintégrées dans la succession. Voilà pour Jean-Louis à Arcachon, et dans un instant sur France Bleu Gironde, nous allons partir dans les vignes de l'Entre-deux-Mers. Ça tombe bien puisque vous êtes notaire à Créon, avec une question de Claude. Ce sera juste après Coldplay sur France Bleu Gironde avec Viva la Vida. Bonne matinée. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. Et à 9h42, ça tombe bien puisque vous êtes notaire dans l'Entre-deux-Mers. On va partir dans les vignes. Une question de Claude qui habite à Pessac, qui nous dit: ma mère possède des vignes dans l'Entre-deux-Mers qu'elle souhaite nous transmettre à mon frère et à moi. Claude, elle nous précise qu'elle n'est pas du tout du métier et elle nous dit comment connaître la valeur réelle de ces parcelles. Alors c'est vrai que ça peut varier en fonction de l'encépagement, l'orientation, superficie. Et Claude qui nous dit également valeur des bâtiments, de bâtiments qui sont construits sur l'une des parcelles. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Alors il y a plusieurs possibilités. On peut faire appel d'abord à un expert foncier. Alors il y a des experts fonciers auprès du tribunal. Vous pouvez avoir la liste en contactant les tribunaux qui sont spécialisés en la matière et qui vont vous donner un réel avis objectif en se basant sur plusieurs critères dont ils disposent. Et vous pouvez aussi faire appel à la SAFER. C'est un organisme qui gère tout le foncier rural, tout le foncier agricole, qui a pour but de trouver de nouveaux exploitants quand on a des parcelles qui sont pas exploitées et qui connaissent le marché en la matière, que ce soit pour les parcelles de vignes ou pour les bâtiments d'exploitation. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire appel à ces deux organismes qui pourront vous aider. On connaît il y a des prix moyens du mètre carré dans les quartiers de Bordeaux. Est-ce qu'il y a des prix moyens des parcelles de vignes en fonction des appellations? Alors, est-ce qu'on sait qu'un hectare de vigne dans l'Entre-deux-Mers autour de Créon, ça peut valoir une fourchette entre tant et tant d'euros? Alors oui, mais ça va dépendre aussi de l'âge de la vigne, puisque en fonction de la date de plantation, ça n'aura pas forcément la même valeur. Après, on a quand même un ordre d'idée en fonction du lieu de situation de la parcelle, des appellations qui sont concernées. Des cas qui se reproduisent, souvent Claude qui nous dit justement qu'il est pas du tout dans le monde de la viticulture, même si elle a un ancrage familial important, avec beaucoup de questions sur finalement des transmissions d'exploitation agricole, viticole, qui restent très techniques. Oui, c'est ça, c'est très technique. Alors en matière de transmission agricole, il y a un régime fiscal avantageux. Si les parcelles sont aujourd'hui louées à un exploitant par bail à long terme, on a des exonérations fiscales et des réductions fiscales en cas de transmission. Tout ça a été mis en place justement pour favoriser la transmission au sein des familles et ne pas être systématiquement obligé de vendre les parcelles. Voilà, la question est de savoir si ces parcelles sont directement exploitées par cette personne ou si elles sont exploitées par un fermier en place avec un bail à long terme. Bon courage à Claude à Pessac autour de ces questions de transmission de ces parcelles de vignes dans l'Entre-deux-Mers. Sandrine à Saint-Jean-d'Illac à 9h45 qui nous dit comment se déroule une succession en cas de Pacs. Sandrine nous écrit: nous allons nous paxer au printemps. Nous avons chacun un enfant né d'une précédente relation plus un enfant en commun. Alors quand on se marie, évidemment, il y a différents types de contrats de mariage et de régimes matrimoniaux. Pour le Pacs, c'est la même chose? Alors, pour le Pacs, le fait de se paxer ne nous rend pas directement héritier de son partenaire. Il faut coupler... c'est pas automatique. Non, il faut coupler le Pacs à un testament qui va nous rendre héritier. Ensuite, ce qu'il faut retenir, la grosse différence entre le Pacs et le mariage, c'est qu'en se mariant, le Code civil prévoit
en couplant aussi par exemple avec une donation au dernier vivant, une donation entre époux, prévoit la protection du conjoint en lui permettant par exemple de rester dans la maison en étant usufruitier, donc continuer à avoir la disposition des comptes bancaires et pouvoir continuer de rester dans la maison. Donc la donation au dernier vivant n'est pas réservée aux gens qui se marient, ça fonctionne également pour les pacsés. Non, c'est que pour le mariage. Pour le Pacs, justement, la protection est moins importante, surtout dans le cas d'une famille recomposée. Je peux faire une donation? Non, je me Pacs, je fais un testament, mais ce que je mettrai dans le testament ne me protégera pas aussi bien que si j'étais marié. Les enfants du partenaire ou de la partenaire pourraient demander une indemnité au survivant qui restera dans la maison, par exemple. Il n'y a pas d'automaticité de pouvoir rester dans la maison sans frais. Bon, se rapprocher de son notaire sur ces questions. Il faut retenir que le Pacs est moins protecteur que le mariage dans les familles recomposées. Bien. Kevin à Talence, on va revenir sur les successions. Maître Montel, alors il y a plusieurs volets dans la question de Kevin. Combien coûte une succession? Comment faire? Ça revient souvent. Comment faire si je ne peux pas payer les droits? Est-ce qu'il y a des délais? Et quels sont les risques à sous-évaluer une maison lors d'une succession, nous dit Kevin. Bon, combien coûte une succession? Il faut retenir le volet fiscal, les droits de succession qu'on aura à payer à l'administration fiscale et les frais d'acte notarié. Pour les frais d'acte notarié, le coût dépendra de l'actif successoral. Ce qui aura à régler l'administration fiscale, il faut retenir que chaque enfant peut hériter de chacun de ses parents 100 000 euros net d'impôts, le reste est taxé en moyenne à 20%. Ça, c'est le volet fiscal, ce qui a reversé l'administration. Attention, qui dit volet fiscal, dit délai fiscal dit également délai, à respecter. Dit 6 mois à compter du décès pour déposer la déclaration de succession de l'administration. Et pour payer ? Et pour payer. Alors, Kevin nous dit comment faire si je peux pas payer les droits. Alors, si on ne peut pas payer les droits, on peut demander à l'administration fiscale un délai pour le paiement, c'est ce qu'on appelle un paiement fractionné, en disant, ben voilà, par exemple, le patrimoine est essentiellement composé de biens immobiliers qu'il faut vendre, et donc à ce moment-là, l'administration fiscale propose un échelonnement pour pouvoir régler le temps de vendre un appartement, le temps de vendre l'appartement, par exemple. D'accord. Et les risques à sous-évaluer une maison lors d'une succession, ce qui permettait souvent d'ailleurs d'assurer cette transmission du père au fils et du fils, etc. C'est une pratique encore courante, ça ? Le risque de sous-évaluer serait de recevoir un courrier désagréable de l'administration fiscale qui, surtout aujourd'hui, arrive facilement à avoir des éléments de comparaison en disant manifestement le bien a été sous-évalué et donc il demande une rectification de la déclaration de succession. Même si le bien n'est pas vendu après ? Oui, absolument, parce que il y a un contrôle qui est de plus en plus renforcé aujourd'hui, où ils ont vraiment en plus, avec tous les outils informatiques, un moyen plus simple de comparer les valeurs de biens et donc de remarquer qu'il y a peut-être une sous-évaluation et demander à ce moment-là un complément de droit avec des pénalités de retard si le courrier de l'administration intervient plus de 6 mois après le décès. Et on peut être contrôlé donc, ce contrôle il y a un délai au-delà duquel c'est prescrit ou... À compter du dépôt de la déclaration de succession, l'administration fiscale, le délai de prescription il est de 3 ans, sans compter l'année en cours, c'est 3 ans plus l'année en cours. Donc pendant ce délai-là, l'administration peut remettre en cause les éléments chiffrés qui auront été portés dans la déclaration de succession. Et vous nous le disiez, Maître Montel, le fisc aujourd'hui dégaine vite, hein, attention, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Le fisc contrôle. Bien. Sandrine à Libourne, on reste dans les successions ce matin à 9h49, la succession de mon père se passe mal. J'ai entendu parler de mandataire successoral, quel est son rôle, qui le choisit, est-ce qu'on peut le récuser, est-ce que ça peut être le notaire ? Alors, c'est un métier à part, ça ? Alors, le mandataire successoral, déjà, il peut être désigné par le défunt dans un testament en disant le jour où il m'arrive quelque chose, je veux que quelqu'un s'occupe de la succession. Voilà. Si rien n'a été prévu par le défunt et qu'il y a une mésentente persistante, à la fin, quand il y a une mésentente, c'est le juge qui va trancher, s'il y a une mésentente sur le partage des biens, par exemple. Et on peut également faire appel à un médiateur. Nous, on a mis en place ce service de médiation qui permet, avant d'avoir recours au tribunal, de faire appel au médiateur pour qu'il essaie de concilier les intérêts des parties et que tout le monde y trouve son compte sans passer par la case tribunal. L'intérêt de tout le monde, c'est de parler vrai. Hein. C'est de parler. Parfois, les dossiers de succession font remonter des conflits familiaux
familiaux qui avaient été étouffés jusque-là, et parfois parler permet de résoudre des problèmes, encore une fois, sans passer par la case tribunal qui peut être longue et coûteuse. Et d'économiser un petit peu d'argent. Exactement. On va revenir sur des questions qui concernent l'immobilier en Gironde. Antoine à Blanquefort qui vient de rénover 2 appartements, il nous dit je les destine à la location. Est-ce qu'un notaire peut me conseiller pour la rédaction des baux, donc des baux locatifs sur chacun de ces appartements? Il y a un appartement, un studio. Combien ça coûte, demande Antoine. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Alors aujourd'hui, la réglementation en matière de location est d'autant plus encadrée, puisque dans certaines communes, il a été mis en place des permis de louer avec des contrôles sur les biens qu'on peut louer. Ça, c'est une première chose. Donc pour éviter ces écueils-là, il peut être intéressant de faire appel à un notaire. Surtout, l'intérêt de faire appel à un notaire pour un bail d'habitation, c'est que c'est un acte notarié. C'est-à-dire que ça vaut titre exécutoire. Si jamais le propriétaire bailleur a un locataire mauvais payeur, il suffira pour le bailleur d'aller voir un huissier de justice, après avoir fait des mises en demeure de payer, d'aller voir un huissier de justice pour faire exécuter l'obligation. Quand on fait un bail sans passer par le notaire, dit sous seing privé, il faudra passer par le tribunal pour avoir ce titre exécutoire. Donc le fait de passer par un notaire est beaucoup plus protecteur pour le bailleur juridiquement et pour l'exécution du contrat. Puis on a autour de nous plein d'histoires de location qui se passent mal, de conflits entre propriétaires, locataires, de loyers impayés, donc il vaut mieux s'armer au maximum. Il nous reste 1 minute. Armand à Bordeaux, on reste dans l'immobilier. Maître Montel, comment procéder pour faire modifier un règlement de copropriété? Est-ce qu'on peut réaliser cette démarche, demande Armand à Bordeaux, auprès d'un notaire? Alors, première étape, en fonction de la modification qu'on veut faire, il faudra passer par un géomètre. Si la modification consiste en la subdivision d'un lot ou de rendre privative des parties communes, il faudra faire appel à un géomètre. Le notaire, derrière, enregistrera le document fait par le géomètre pour le publier au service de la publicité foncière et le rendre opposable à tous. Cette modification, elle doit être validée en assemblée générale des copropriétaires. Ça coûte combien une modification de règlement de copropriété, ça va être aux alentours de 1 000 euros, sans compter les frais du géomètre qui dépendront de la difficulté du dossier. Voilà pour Armand à Bordeaux. Merci pour vos questions ce matin. Et merci Maître Pierre-Antoine Montel, notaire à Créon, d'être venu représenter la Chambre des notaires de la Gironde, qui sera de retour évidemment mercredi prochain entre 9h30 et 10h. Merci Maître et bonne semaine. Merci, bonne semaine, au revoir. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.